Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test du Meizu U20. Donc, c'est un téléphone milieu de gamme et qui coûte 219 ou 249 euros selon les spécifications. Donc, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM ou 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Un téléphone qui est assez sympa, qui se place un peu face au Moto G4 Plus du côté de Lenovo et qui a des bons aspects, des très bons aspects, notamment par exemple la jack ou l'écran qui m'ont assez impressionné. C'est surtout la première gamme de chez Meizu qui utilise le verre et du verre à 250 euros. C'est assez intéressant comme on va le voir dans le test. Vous avez bien évidemment toutes les informations dans la description, donc les caractéristiques, l'album photo ou encore le dossier sur l'autonomie et enfin le lien d'achat pour ceux qui seraient intéressés par ce téléphone. Et on passe tout de suite au test. Au niveau du design, donc là on a quelque chose qui est assez sympa puisque c'est la première gamme en verre comme je l'ai dit, et on a droit donc à des tranches qui sont en métal. Par contre on peut voir que les antennes sont d'ancienne génération, elles sont pas peintes mais c'est vraiment le plastique qui va couper le métal entre guillemets. On a toujours le lecteur d'empreintes qui fonctionne bien, un poil lent parce qu'on va devoir d'abord aller sur l'écran de verrouillage avant que ça se déverrouille, mais sinon il fonctionne bien, il n'est pas du tout capricieux. On a toujours ici donc la possibilité de mettre une nano SIM plus SD ou une nano SIM plus nano SIM. On a l'appareil photo qui dépasse un petit peu. Qu'est-ce que je peux dire vraiment sur ce design? Au-delà du fait qu'on voit très bien que c'est un iPhone 4S en 5.5 pouces, c'est un design qui est très réussi, surtout pour un téléphone à 250 euros, et il tient plutôt bien en main. Alors à savoir que par contre c'est un petit peu tranchant parce que les bordures métal sont un peu fines et que c'est pas fait pour être arrondi, ce qui fait que ça va à contre-courant vers tout ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire le côté arrondi des téléphones. On a quelque chose d'un peu plus tranchant, un peu plus franc sur la prise en main, un peu plus racé j'ai envie de dire, ce qui fait que c'est un petit peu perturbant au départ, mais ça rend plutôt bien. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur du Flyme 5 sur Android 6.0, donc il faut savoir que c'est une surcouche un petit peu particulière déjà au niveau de l'utilisation, puisque par exemple si je lance une application, en fait si vous regardez bien vous avez qu'un bouton en bas comme l'iPhone, et ce qui est bien, donc par exemple ici si je veux faire le juste retour, j'effleure et j'ai une petite vibration, et si je veux vraiment retourner donc au Home, je clique et je reviens au Home. Donc un peu, voilà, comme un Samsung, c'est quelque chose qui est une utilisation qui est assez sympa puisque tout est centralisé là. C'est là où on va déverrouiller aussi, c'est là aussi où on peut mettre en veille. Et donc ça, c'est quand même assez sympa. On a aussi le multitâche. Donc le multitâche, en fait, on va sortir comme ça. Donc ça, c'est les petites choses. Après, au niveau de la surcouche en elle-même, je vous conseille d'aller regarder directement le test complet pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez sympa, ça change un petit peu, ça reste assez léger au niveau de l'intégration, mais ça c'est complètement repensé, donc c'est ça qui est bien.
Au niveau des petits défauts qu'on peut y trouver, sur la version de Go de RAM, ça va être un peu limite au niveau utilisation, puisque 2 Go de RAM, c'est un peu limite avec une surcouche. Aussi, on peut voir quelques soucis de traduction, et aussi quelques soucis de synchronisation des applications. Donc tout ce qui est Gmail ou Facebook avec les notifications push, eh bien ça peut poser problème par moment. Normalement une mise à jour va régler ça, mais c'est vrai que ça a été un petit peu handicapant pendant le test. Au niveau des benchmarks, donc là on est sur un Helio P10, donc un processeur milieu de gamme, donc c'est un octo-core Cortex A53 à 1,8 GHz. Un processeur qui est assez sympa, surtout qu'en termes de score, donc on est mieux qu'un Snapdragon 616 ou 617. Donc là, on est à 692 et 2500 points en multiscore. Donc ça, c'est plutôt un bon score, c'est plutôt pas mal et c'est mieux que le 616. Après, donc en plus de ça, en stabilité, il est très bon puisqu'on est toujours sur le même score, 600 à peu près 700 et 2500. C'est très stable, il ne perd pas de points, c'est impressionnant. Donc il est super stable et en plus, il chauffe peu. Au niveau de la puce graphique, on est sur un Mate 860 MP2, donc de cette génération, un peu moins bon que le T880, en seulement 2 cœurs. Si on compare avec le Moto Z Player fraîchement sorti, avec le Snapdragon 625, on est à peu près 40% moins performant que le Snapdragon 625. Si on compare au Moto G4 qui est ici, là on est sur quelque chose d'à peu près similaire en termes de score. Donc ici on peut voir à peu près 10%, pareil 10, 15, 20% maximum. Donc c'est vraiment très limité. En long terme performance, là on est sur quelque chose de 289 contre 274. Donc c'est un bon score, rien d'exceptionnel mais très largement suffisant pour jouer. Et en plus de ça, en termes d'autonomie, on sera bien meilleur avec 30% de plus alors qu'on a 200 mAh de plus seulement, donc 15% de plus. Donc ce qui fait que c'est bien géré en termes d'autonomie. Au niveau de l'autonomie, donc là c'est une bonne surprise puisque avec les 3200 mAh, écran 5.5 pouces 1080p et le Helio P10, on arrive à faire entre 6h30 et 7h30 écran allumé, ce qui fait que ça représente à peu près une grosse journée en utilisation à peu près intensive, sans problème. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qui fait que vous allez être tranquille pour pouvoir utiliser le téléphone sans problème. Par contre, il n'y a pas de charge rapide, chose à savoir. Mais ce qui est bien, c'est que l'autonomie est vraiment au rendez-vous et on est sur le haut du palier. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Au niveau de l'écran, donc là, on est sur un 5.5 pouces 1080p et c'est un très bel écran. J'ai vraiment l'écran, je le trouve vraiment sympa. Au minimum, la luminosité est vraiment basse et au maximum, il n'y aura aucun problème de lisibilité lorsqu'on est en plein soleil. On a aussi la possibilité de gérer, donc on a la protection des yeux par exemple, qui est assez sympa puisqu'elle va permettre vraiment pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la lumière bleue le soir ou pour mieux s'endormir, ils pourront gérer ça. Vous avez aussi le côté où on peut gérer la chaleur. Par contre, de base, n'hésitez pas à aller plus sur le côté chaud parce que de base, l'écran est par contre un peu froid. Ce qui est bien aussi, c'est que au niveau des angles de vision, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Forcément, on perd un peu en luminosité, mais ça reste très contenu. Donc, c'est vraiment un très bel écran et surtout le rendu est super agréable. Donc vraiment, sur cet écran-là, j'ai vraiment été étonné pour un téléphone à 250 € parce que c'est vraiment un écran de qualité. Au niveau du son, alors là aussi, j'étais impressionné en jack. La jack est vraiment bonne, autant en détail qu'en stéréo ou encore que tout simplement en précision, c'est neutre et c'est super agréable. Ce qui fait que pour un téléphone à ce prix-là, si vous cherchez un téléphone qui ait une bonne jack, eh bien, ce sera sur celui-là qu'il faudra se tourner sans problème parce qu'il est vraiment de bonne qualité. Par contre, côté haut-parleur, là c'est autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus moyen et c'est un petit peu dommage. Et là, c'est vraiment pas très bon. Donc ce qui fait pour écouter de la musique, ce sera pas du tout adapté. C'est un peu dommage. Bon, après, c'est pas forcément ce qu'on demande, mais c'est un petit peu dommage parce que là, c'est vraiment l'entrée de gamme. On est vraiment sur quelque chose de pas très bon. On se retrouve sur la partie photo et donc l'appareil lui est équipé d'un IMX 258 à 13 mégapixels et j'ai été déçu de l'appareil. C'est-à-dire que le 258 est l'entrée de gamme en soi, mais j'ai l'impression que Meizu n'a pas fait le travail qu'il fallait. Et ce qui fait que par exemple sur cette photo, la petite pancarte ici, sur d'autres téléphones tels que le Wiko U-Feel, le Meizu M5, il y avait aussi le Wave Fox Swift de plus, il était à peu près lisible. Sur celui-là, il est complètement illisible. Il y a un manque très sérieux de détails et c'est vraiment dommage. Et ce qui fait que les scènes, on sent vraiment que ça manque de détails, ça manque vraiment de détails. Il y a du grain, on peut le voir ici. On peut voir que là c'est pas très très joli et c'est vraiment dommage parce que le rendu est correct. On est vraiment dans la gamme où le rendu est correct mais un peu froid aussi. Et ce qui fait que c'est un peu dommage parce que l'appareil
devrait avoir ce potentiel d'avoir un appareil au moins correct, mais c'est pas le cas. Donc, ce qui fait que faudra se passer de l'appareil photo. C'est vraiment le point noir du téléphone. C'est vraiment le point où ailleurs on trouvera vraiment mieux. Au niveau des jeux, donc là ce qui est plutôt bien, donc ça on peut voir ça sur Horizon Chase et Unkilled, c'est que les jeux sont très fluides. En plus de ça, le téléphone ne chauffe pas. Donc on est avec une puce graphique, le Mali T860MP2, et qui est très performante en jeu, donc ça c'est une bonne chose, ce qui fait que vous allez pouvoir, tout aussi bien comme un Snapdragon 617, jouer à la plupart des jeux du store. Comme on peut le voir, Unkilled, qui est assez gourmand côté ressources, eh bien tourne super bien, il est fluide, et ça c'est une bonne chose. On peut voir aussi que le tactile est assez précis, donc vraiment, vraiment pas mal là-dessus, il se défend très bien. Que peut-on penser de ce Meizu U20? Eh bien, j'étais agréablement surpris sur divers points. La jack notamment, aussi l'écran auquel je ne m'attendais pas forcément. Une fois bien réglé surtout, il est vraiment très très agréable. Donc ça, c'est une bonne chose. Les finitions aussi, c'est un petit peu atypique du côté de Meizu d'avoir ce type de finition. On reconnaît un peu la patte Meizu avec toujours cette inspiration très iPhone, avec un petit peu de Samsung, mais surtout l'apparition du verre qui est vraiment nouvelle. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est surtout en fait il y a deux défauts réellement qui peuvent handicaper ce Meizu. Donc déjà il nous manque la 4G 800. C'est pas très grave en soi, mais je tiens à le préciser. Mais c'est vraiment pas très grave. Mais c'est surtout l'appareil photo qui lui est vraiment en retrait, surtout sur cette gamme de prix. Il est même en retrait par rapport à des téléphones à 200 €, donc ça c'est vraiment dommage. On a aussi la synchronisation des applications Google qui ont aussi un peu de mal. Enfin, même pas que Google, mais Facebook, etc. On sent vraiment qu'il y a du mal, mais ça devrait être réglé avec une mise à jour. Donc ça va être quelque chose de seulement temporaire. Mais il n'empêche que si vous l'achetez maintenant, le temps que la mise à jour arrive, ça peut vous handicaper un petit peu. Donc ça, c'est un peu dommage. Je vous conseille aussi plutôt d'aller sur la version 3 Go de RAM, tout simplement pour le côté justement la RAM, puisque avec 2 Go de RAM, on sent quand même les limitations dues au fait qu'on a une surcouche et que c'est un petit peu agressif du côté de Meizu. Donc ce qui fait que quand on va revenir à une application, vous voyez par exemple celle-ci recharge l'application alors qu'elle devrait être ouverte sur une version 3 Go de RAM. Là, comme on essaie la version 2 Go de RAM, forcément, je suis plus limité. Vous aurez aussi l'avantage d'avoir 32 Go de RAM pour ceux qui recherchent un peu de stockage. Les 16 Go peuvent très vite se remplir, donc il faut faire aussi attention à ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et je répondrai rapidement à toutes vos questions sur le téléphone si jamais vous avez des points un peu particuliers à aborder.